Alors, qui êtes-vous, Alain Minc? C'est pas facile de savoir qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes très secret, finalement. Alors, on est allé voir un de vos amis, Philippe Labro. Je pense qu'il a hérité de son père la capacité de tenir quoi qu'il arrive. Je vous disais il y a un instant qu'il a le cuir tanné, une sorte de dureté peut-être, de sensibilité très très masquée, parce que c'est un garçon très sensible, mais qui ne se livre jamais sur sa vie privée, sa vie intime, sa femme et ses enfants, qui est immensément discret. Donc on garde tout, et ça c'est aussi papa qui lui a donné ça. C'est le père d'Alain Minc qui est la figure dominante de sa vie. C'est un homme qui est mort à plus de 100 ans, qui était un grand résistant, qui est venu de très loin, de la Pologne, qui a tout vécu, tout connu, grande modestie, en même temps grande force de caractère. Et Alain, s'il a craint quelqu'un dans sa vie, s'il a craint le jugement de quelqu'un dans sa vie, c'était celui de son père. Il l'a craint et respecté. Et je pense que c'est son père qui l'a structuré. Moi et quelques autres, nous pouvons lui attribuer une qualité fondamentale en amitié, la fidélité, la loyauté et le soutien quand ça va mal. Moi, j'ai eu 2-3 épreuves très difficiles dans ma vie. Il y avait 3 amis ou 4. Il était au centre même de ses amis et il a toujours répondu présent. Et même il est allé au-delà de répondre présent. Sensible, on ne voit pas comme ça. Vous ne m'aviez pas choisi le pire procureur, puisque Philippe Labro est quelqu'un que j'aime infiniment. Et donc je suis sensible à ce qu'il a dit. Mais là, c'était un propos de frère de cœur. Oui, c'est vrai. Alors, l'amitié, il se trouve, on va être moins émotionnel que Philippe. L'amitié, vous êtes ami. Nous n'avons pas les mêmes antécédents ensemble. Vous êtes ami de Martine Aubry. Oui, absolument. Parce que vous avez fait la même promotion de l'ENA, c'était en 1975. On se connaît depuis 40 ans. Oui. Voilà. Et alors, on peut être ami avec Martine Aubry et conseiller Nicolas Sarkozy. Non, mais écoutez, si la vie consistait à être ami qu'avec les gens avec lesquels on était d'accord, surtout dans tous les ordres de la vie, ça serait une vie très ennuyeuse. Notre amitié qui est très grande avec Martine Aubry se rencontre sur des tas de sujets, même si nous avons des désaccords politiques, que la vie serait ennuyeuse. Conseiller des princes, c'est le titre que Olivier a choisi pour cette émission. Et, en commun, hein. Oui, en commun, mais ça vous va comme un gant, parce que vous êtes le conseiller des rois du CAC 40, en tout cas d'une partie importante d'entre eux. Et puis, on dit de vous aussi que vous êtes le DRH de la République, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un que vous trouvez plein de talent, vous soufflez son nom à vos amis et notamment au président de la République. Ça consiste en quoi d'être le conseiller des princes, qu'ils soient les princes du business ou les princes si vous m'interrogez sur les princes du business, parce que mon métier c'est de conseiller les princes du business, la politique c'est la discussion amicale, c'est pas mon métier, je n'en vis pas, Dieu merci. Je ne sais pas, avec certains de mes interlocuteurs patronaux, je suis un curé, avec d'autres un psychanalyste, pour certains un conseil stratégique. Il y en a aussi certains qui disent Alain Minc, je ne sais pas trop à quoi il me sert, mais mieux vaut l'avoir avec nous que contre nous. Non, il y a des gens qui leur prêtent ces propos, mais aucun de ma tribu, je crois, ne pense ça, parce que j'ai à peu près gardé sur mes clients... à part ceux que la vie a éloignés des responsabilités ou malheureusement que la vie a quittés, j'ai gardé un bon noyau de clients depuis 20 ans. Alors vous savez, ils auraient eu mille occasions de s'éloigner de moi, voilà. Mais je pense que la relation avec chacun d'entre eux est différente. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils sont différents. Alors vous allez me dire, ça consiste en quoi ? Vous savez, un patron d'entreprise, à qui il peut parler ? À ses administrateurs, c'est pour les convaincre. À ses cadres supérieurs, quand il s'agit des vrais sujets, ils sont en jeu, les cadres supérieurs. Il ne peut pas leur parler. À son banquier d'affaires, le banquier d'affaires veut faire des commissions. Voilà, donc je suis une espèce de miroir. Et beaucoup de gens parlent en ce moment de conflits d'intérêts. Alors ça concerne les élus qui doivent se mettre au clair sur ces questions de conflits d'intérêts. Il vous est fait souvent le reproche de multiplier les conseils et parfois avec des gens qui sont concurrents. Qu'est-ce que... Mais écoutez, avec
l'animosité que certains de vos collègues ont à mon endroit. Si j'avais eu des conflits d'intérêts, rassurez-vous, ça aurait fait des pages entières du Canard enchaîné. Donc je pense que depuis 20 ans, j'ai les instruments de prudence et de survie qui fait que je suis très snob dans le choix de mes clients. C'est un métier où il faut être très snob. Il ne faut pas accepter d'être le conseil de n'importe qui. Et je pense que je fais assez attention à cela. Alors, dans Monsieur votre bureau, Mauduit ou Monsieur Plenel, ce serait fait un grand plaisir. Il n'y a pas que, il y a beaucoup de gens qui soulignent un certain nombre de dans votre bureau, et je les mets au défi. Il y a un petit portrait de Joseph Staline, le petit père des peuples. C'est un clin d'œil, c'est quoi? Écoutez, c'est très drôle, c'est un pur clin, c'est pas un clin d'œil. Un jour, un ami m'appelle de San Francisco, il était dans le bureau d'un grand dessinateur américain, il m'a dit « je vous offre un Staline avec I Shall Return si vous le mettez dans votre bureau ». Je dis qu'à cela ne tienne, et ce Staline m'a été offert par mon ami François Pinault. Donc vous voyez, ce sont les pirouettes de la vie, le propriétaire du Point où vous travaillez. Mais dites-moi, votre père, dont parlait Philippe Labro tout à l'heure, a été effectivement un militant communiste, oui, et pendant sûr. de nombreuses années, en Pologne d'abord. D'ailleurs, il a fui la Pologne à cause de cela. Ensuite, il était résistant dans la main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire qui était affilié au Parti communiste. Il a quitté le Parti communiste en 67, je crois. Qu'est-ce que... Alors, on ne va pas revenir sur toutes les querelles, communisme, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il vous a enseigné, qu'il retirait du communisme? Pas ce qu'il m'a enseigné, mais moi je peux vous dire une chose, et ce qui fait que je n'ai jamais partagé, par exemple, le discours de mon ami François Furet qui confondait communisme et fascisme. Le communisme était épouvantable, mais les militants communistes étaient des gens formidables. Le fascisme était épouvantable, et les militants fascistes étaient des gens épouvantables. Alors, dans votre livre, hein, vous dites que finalement, les États-Unis étouffent sous le politiquement correct. Bon, on ne peut pas dire que vous soyez dans le politiquement correct. On écoute ce que vous disiez, c'était sur France Inter l'été dernier, après une prise de parole du pape sur les Roms. Ce pape allemand, parler comme il a parlé, en français, son insensibilité qu'on a mesurée du temps quand il a réinstallé un évêque révisionniste, son sensibilité à l'histoire dont il est, comme tous les Allemands, un héritier, non pas un coupable, mais un héritier. On peut discuter ce que l'on veut sur l'affaire des Roms, mais pas un pape allemand. Jean-Paul II, peut-être, pas lui. Ça veut dire que les Allemands, ad vitam aeternam, sont interdits de parole sur certains sujets? Mais quand vous entendez les grands Allemands, les Helmut Kohl, il n'y a pas plus germanophile que moi. Je trouve que le travail que l'Allemagne a fait sur elle-même est un travail formidable. Mais Helmut Kohl, quand Jorga Fischer disait l'article 1, écrit à l'encre sympathique de la Constitution allemande, enfin la loi fondamentale allemande, c'est le droit à l'existence d'Israël. Quand vous entendez Madame Merkel, il est clair que les Allemands considèrent qu'ils sont les héritiers d'une histoire. Évidemment pas les responsables, cette génération-là. Alors la vraie question, j'ai été frappé de la polémique que ma phrase a provoquée, et c'est une polémique intéressante, parce que c'est une polémique avec certains de mes amis très proches, grands catholiques, c'est est-ce qu'un pape a encore une nationalité ? Alors voilà, ça c'est une vraie question. À mon avis, oui, Jean-Paul II n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été polonais. Et donc je pense qu'un pape allemand est contraint à avoir aussi des comportements de prudence allemande. Romain, dernière question. Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'il y a un couvercle qui est levé quand on voit les polémiques qu'on met sur la place publique, ou bien les propos d'un certain nombre de gens. Je pense à la polémique autour d'Éric Zemmour, ou bien celle de Galliano, ou bien il y a des exemples toutes les semaines. C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses qui étaient indicibles autrefois, que peut-être les gens pensaient, mais gardaient au très fond de leur cerveau, la parole aujourd'hui ne vaut plus rien. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, si vous voulez, je pense qu'il y a des paroles incontrôlées. En effet, je pense que Galliano, c'était son inconscient sans doute qui parlait, parce qu'il était vraiment dans un état second. Mais je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine, qui est un propos d'un garçon intelligent, qui est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est normalien, intelligent, plein d'avenir. Et j'ai trouvé que son propos sur les racines à propos de Dominique Strauss-Kahn était un propos plus que malencontreux. Je pense qu'il faut savoir avoir une certaine retenue, et quand on a la culture adéquate, a fortiori.